Coucou tout le monde, c'est Clem & Co. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 8e épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite. Le 8e épisode qui était le 8 octobre. C'est un signe, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est parti. On va parler de cet épisode qui était pas foufou, très clairement, je trouve. Désolé. Je trouve effectivement qu'il y avait quelques petites surprises, quelques petites pépites, mais il y avait beaucoup de remplissage et avec zéro stratégie. Alors, s'il y avait des blabla, des stratégies et tout ça, mais en vrai de vrai, il n'y a pas eu de gros jeu. Voilà, on s'est tapé un 7 contre 7 en mode Palao. Alors ils étaient pas 7, ils étaient moins je pense, ils étaient 5 contre 5. Un 5 contre 5 je viens de compter. Effectivement, dans Palao c'était le même délire avec égalité et ensuite boule blanche, boule noire. Bon, voilà, je trouve que l'épisode était un peu vide, beaucoup de scènes pour remplir et très peu de moments épiques. Il y a quand même eu une épreuve assez sympa à regarder, mais rien de foufou. Bon, en tout cas, je vais aller dans les détails beaucoup plus tard dans le bilan de l'épisode, mais pour vous dire que voilà, je suis pas très convaincu. Je me dis qu'en un seul épisode ça aurait été très sympa. C'est comme ça, on verra ce qu'en pensent les abonnés vendredi, mais en tout cas je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir, et ça a manqué un peu de jeu, même s'il y a eu des jeux de dupes, ça a manqué un peu de jeu de stratégie. C'est comme ça. En tout cas, avant de débriefer en détail cet épisode, je voulais vraiment vous remercier parce que sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne suis rien. Je sais que je dis souvent, je sais que c'est un peu rébarbatif, etc. Mais c'est vrai. Donc, franchement, merci. On est de plus en plus à chaque fois. C'est cool. On avance petit à petit. Donc, ça fait plaisir. Sans vous, je suis rien. Donc, vraiment, merci, merci. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem & Co, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification. Si vous ne voulez rien louper, vous pouvez vous perdre dans les communautés. Il y a des posts, des petites infos, etc. Donc, n'hésitez pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et donc c'est parti avec mon petit Fabrice, qui s'en est pris plein la gueule le pauvre alors qu'il avait absolument rien demandé à la base. On va débriefer ensemble, on va débriefer sur ce 8e épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite. Et donc on rentre dans l'épisode avec une musique majestueuse et on sent que ça y est, la tribu blanche est parmi nous puisqu'ils installent la bannière, c'est le début d'une nouvelle aventure, Emmanuel est parti, donc là, let's go. Ils ne sont plus que 14, bon, c'est cool pour Emmanuel quand même, faut le rappeler. C'est la première membre du jury final et ça c'est vraiment cool, ils l'ont respecté. Je sais que mes camarades Zaku, Anto ou Polycrate était déprimée d'avoir partir, donc au moins elle a gagné ça, elle fera tout le séjour. Alors dans la résidence du jury final, mais quand même elle sera allée jusqu'au bout, tranquille, elle va prendre son petit cocktail, donc ça c'est cool pour elle. Rapidement on a Sophia qui va voir Frédéric, donc le capitaine des jeunes, pour expliquer qu'elle a fait un petit deal avec Gustin. Bah évidemment, au bout d'un moment il y a des petits deals qui se font, même si Gustin on a l'impression que c'est les dieux du village, il a quand même mis ses billes de son côté, et effectivement elle révèle qu'elle a promis à Gustin de ne pas l'éliminer au premier conseil. Pas la promesse du siècle, elle aurait pu lui promettre que ce soit le dernier des rouges à rester, mais Frédéric il est satisfait, il dit bon en même temps je comprends, faut faire des deals, y a pas de souci. Et en plus il dit bon oui, Gustin clairement c'est pas un élément essentiel de la stratégie des rouges, donc ça c'est pas très gentil, c'est à dire que Gustin ne pipe rien à la stratégie, ou alors qu'il est pas considéré comme quelqu'un de dangereux stratégiquement. Effectivement il dit ok il est fort sur les épreuves, mais c'est quelqu'un qu'on peut virer plus tard. Attention parce que Gustin peut largement être un challenge beast et remporter énormément d'épreuves, et franchement il peut mettre en difficulté Frédéric et ses stratégies, c'est largement possible. Et il dit une petite phrase qui me bute, il fait on va tirer sur les plus grosses cibles et après on s'occupera des petites abeilles. Ça m'a dead. Alors les plus grosses cibles des rouges, je vois pas trop qui ça peut être. Effectivement ils ont visé Sarah, qui pense hyper stratégique. On a l'impression que Sarah est au milieu de toutes les stratégies et que c'est elle qui gère les rouges, mais bon je suis pas hyper convaincu. Après je suis pas sur le camp et ça m'a un peu surpris que Sarah soit visée, alors que pour moi elle était potentiellement en danger. Je pensais même que Gustin allait la jeter sous le bus aux ambassadeurs, et pas du tout. Donc effectivement Sarah se révèle stratégique dans la bouche des jaunes, peut-être. En tout cas en parlant de bouche, ils vont manger et Gustin a faim. Gustin l'affamé est de retour. Alors moi je vous dis direct, Gustin c'est toujours pas possible, j'ai toujours du mal à le supporter. Et effectivement Gustin et son ventre ils sont plutôt contents puisque il y a beaucoup plus de choix qu'à son camp rouge. En plus ils ont plus le droit de manger. C'est vrai que Gustin était un peu mis à la diète, au régime, parce qu'il y avait beaucoup de rouges qui étaient en mode on s'économise, on mange pas trop, etc. Donc les jeunes ils ont plus détente et effectivement on a l'impression qu'ils ont plus de ressources. En tout cas il y a plus de vivres, on a l'impression que c'est un vrai resto, un vrai buffet. C'est toujours Thibaut et Fabrice qui sont à la popote, qui sont au charbon, qui sont au taquet. C'est vrai qu'on peut les critiquer les Thibaut et les
Fabrice, je sais que certains d'entre vous ne les apprécient pas forcément. Fabrice pour certains comportements et Thibaut parce qu'il est peut-être trop lisse, etc. Mais ils sont au taquet, ils sont hyper actifs, ça on peut pas leur enlever. Ça fait plusieurs reviews où j'en parle et là c'est très clair. On a même Fabrice qui dit c'est la restauration municipale, ça m'a dead. La restauration rapide même je trouve. En tout cas c'est gargantuesque. Augustin est plutôt content parce qu'il avait l'impression que c'était le seul à avoir faim. Et là on s'occupe un petit peu de sa faim. On le nourrit, il est repu, ça fait plaisir. J'ai notifié également que Maud avait parlé. Il y a plusieurs fois où elle parle. Maud est de plus en plus présente. Est-ce que ça va être une pièce maîtresse de la réunification de cette deuxième partie de saison? Je ne sais pas. Mais en tout cas Maud va avoir pas mal de face cam. Ensuite il se couche. On a l'impression que la journée est passée en 3 secondes. Bon en même temps il y a les ambassadeurs etc. Il se couche donc sur le sable. C'est la stratégie des jeunes. On n'avait jamais trop remarqué. J'avais jamais trop fait gaffe, on va pas se mentir, qu'ils dorment pas forcément dans une cabane. Les jeunes ils dorment surtout sur le sable. Ok très bien, c'est un peu assez risques et périls parce que s'il pleut c'est la merde. Mais bon ok. Et il y a Hugo qui fait une petite remarque en mode ah non je veux pas que Sarah et Jacques soient à côté. C'est pia mais stratégie. Donc Hugo bon même si c'est pas le plus gros stratégique de tout Koh-Lanta, je pense que c'est pas un bébé de 2 semaines non plus. Quand il les voit bien se rapprocher il est en mode rapprochement, danger pour les rouges, il est pas bête. J'ai noté aussi qu'il y avait un joli plan encore sur Ilyes qui dort la bouche ouverte. Ça m'a dead. Le pauvre il ne le lâche pas avec ça. Il y a moins un épisode avec Ilyes qui dort la grande bouche ouverte. Ça me dead. Le lendemain c'est le réveil et effectivement ils ont tous dormi sur le sable. On a l'impression que c'était super sympa mais en fait pas du tout. Les rouges disent clairement qu'ils ont mal dormi. On a même Maud qui témoigne. Une nouvelle fois Maud parle. J'ai bien aimé quand même parce qu'on a un plan sur le sable et il y a un petit arc-en-ciel derrière en mode c'est la nouvelle vie sur le camp, c'est trop bien, ça se passe super bien mais pas du tout en fait. Parce qu'effectivement Maud parle, elle dit qu'elle a pas bien dormi mais c'est pas la seule, Sarah etc. Tout le monde dit que c'était pas une nuit de ouf et qu'en plus il y a eu des rats. Alors très bien, des rats, moi être sur le sable ça me fait toujours penser à Françoise de la toute première saison de Koh-Lanta qui s'est fait mordre ici pendant la nuit, la pauvre, putain on en avait parlé dans son interview, ça a dû être un enfer. Imaginez vous vous faites réveiller par un rat qui vous mord, mais je crève. Moi je quitte l'aventure tout de suite. En tout cas voilà, ils ont pas très bien dormi et en particulier à cause des rats. On a même Jacques qui dit oui non mais il s'appelle Pollux, on le voit souvent. Petite blague mais j'avoue que la première nuit t'es un peu surpris quand il y a des rats. Après tu t'habitues, hein, je pense que les rats ont plus peur que les candidats mais quand même. En tout cas c'était la pire nuit pour certains candidats comme Cassandre. Mais très vite voilà on passe aux stratégies. Les stratégies commencent dès le début. Alors je me suis dit waouh ça va être un épisode super stratégique. En fait non, il y a beaucoup de blabla et peu d'action hein, très clairement. Et Frédéric révèle son alliance avec Hugo auprès des garçons et pas que des garçons parce qu'il y avait Charlotte aussi. Mais il dit clairement voilà on s'est protégé avec Hugo mais moi je suis alliance avec les jeunes. J'ai l'impression que finalement ils sont plutôt attachés à leurs couleurs alors qu'avec les abonnés on avait dit ouais clairement je pense qu'ils en ont rien à foutre des couleurs, il faut faire 1000 stratégies etc. Mais finalement ça va rester très très jaune et très très rouge, ça va pas trop se mélanger, je suis un peu déçu. C'est un peu pour ça que j'ai trouvé l'épisode bof bof. Très peu de stratégie, alors je comprends hein, on va pas détruire toutes les stratégies en 3 secondes pour des gens qu'on vient de rencontrer. Mais il y avait des Charlotte qui pouvaient potentiellement changer leur vote. Et en fait on va quasiment pas l'avoir de l'épisode. Sarah elle aurait pu péter un câble, Gustin aussi aurait pu péter un câble. En fait personne va péter un câble. Et Frédéric pareil, je pensais qu'il allait foutre le bordel et virer certains jeunes comme Charlotte ou Sophia, mais pas du tout, il est fidèle aux jeunes, un peu surpris. Et tout le monde pense que c'est Sarah, donc qui est au centre des stratégies chez les rouges, comme je vous disais au tout début de la review. Et effectivement pour eux c'est la reine mère, c'est elle qui gère un peu les stratégies. Ils disent même que c'est la Lola des rouges. Ben, heureusement que c'est pas vraiment la Lola parce que sinon elle aurait dégagé. En tout cas elle est visée. On sent que si ils font vraiment team jaune contre team rouge en mode Palao, réunification Freddy contre Isabelle, eh ben effectivement Sarah ce sera le nom qui sera sacrifié chez les rouges. Du côté des rouges ça parle stratégie également. On a Cassandre qu'on n'attendait pas forcément dans la stratégie mais qui est bien présente. Hein. Cassandre va vraiment se révéler je trouve dans cet épisode. C'est plus du tout la petite Cassandre timide, j'ai l'impression qu'elle se réveille de plus en plus et qu'elle peut tranquillement dépasser ses pions. On a l'impression qu'elle prend de plus en plus de place et effectivement elle dit que chez les jeunes il y a 2 groupes. Il y a le groupe Sophia, Charlotte, Frédéric et Jacques et les 3 autres. Les 3 autres garçons qui sont un peu mis de côté. Donc elle se dit on peut rallier quelqu'un auprès de nous pour faire la majorité parce que là c'est vrai qu'on est 7-7, c'est un peu chaud, pas envie qu'il y ait égalité etc. Donc il pense à Ilyes et c'est Maxime. Maxime qui va aussi se révéler dans cet épisode. Moi que j'aime beaucoup, hein, qui a de bonnes idées, qui vraiment est calme et posé, ça fait plaisir, qui donne envie de le connaître en tout cas. Il veut parler à Ilyes. Il veut parler à Ilyes en disant viens avec nous, on fait une stratégie garçon etc. C'est vrai qu'il essaye de un petit peu rallier Ilyes auprès de lui et Ilyes il dit ouais je suis pas forcément contre, moi ça me dérange pas de dégager un Jacques aussi, il est dangereux. Donc là on s'est dit ah ça y est Ilyes peut éventuellement retourner sa veste puisque je l'avais dit la semaine dernière, il a souvent été sacrifié par exemple pour les épreuves éliminatoires de la tribu maudite, ils l'ont envoyé face à c'était qui? C'était Mélissa. Mais rapidement on découvre que c'est un leurre, que Ilyes ment et que en gros il va faire pareil avec Jacques. Jacques va essayer de se servir de taupe, de cheval 2-3 chez les filles rouges. On sent qu'en fait tout le monde est vraiment rallié à sa couleur. Donc j'étais un peu déçu, mais je suis rassuré parce que c'est vrai que dans le teaser je voyais Ilyes, ah bon moi je veux dire Jacques, j'en ai rien à faire. Et je me suis dit ah mince, j'aimais bien le fait que Ilyes et Jacques s'aiment bien. Je trouvais le binôme assez improbable et plutôt sympa. Même si c'est pas vraiment un binôme, mais en tout cas j'aimais bien le fait qu'ils s'aiment bien et qu'ils soient potes. En fait ils vont rester fidèles à leur couleur. Donc à la fois j'étais rassuré pour Ilyes et Jacques qui s'entendent bien, mais un peu
triste qu'il y ait très peu de stratégie. Après ils tentent, ils ont raison, moi je ferais la même que Max et Cassandre, ils ont vraiment raison, mais les jeunes sont pas si naïfs. On a Ilyes qui fait croire qu'il est en potentiel stratégie avec Maxime, Jacques qui joue, comme je disais, le cheval de Troie, qui séduit les filles, et avec toutes les filles rouges, ils rigolent, voilà, ils font les petites pipelettes, ils discutent, etc. Et c'est vrai que Jacques est la coqueluche des filles, et ça ne m'étonne pas, hein. C'est quand même quelqu'un de très vivant, rigolo, attachant, hyper à l'écoute, etc. Donc je suis pas très surpris. Et on a même Maud qui parle, elle en reparle face caméra, Maud, on ne fait que la voir maintenant. C'est tout ou rien avec Maud. Et effectivement, Jacques assume, il dit clairement, oui, je suis en mode top, en mode cheval de Troie, comme je l'ai déjà dit. Il essaye de duper les filles, et franchement, il est au taquet. Et ce qui m'a fait aussi beaucoup rire, c'est cette petite phrase, parce qu'il sort de l'eau, il fait « Oh là là, j'étais terrorifié. » Terrorifié. Ok, très bien, Jacques. Alors, c'est bien de super bien danser, etc. Mais il faudra ouvrir un bécherel. Bon, je dis rien parce que des fois je dois dire des conneries dans mes vidéos, mais ça m'attend. Désolé, mais ça m'attend. Ensuite, on a un gros moment de survie. Alors, pour ceux qui sont passionnés de la survie comme Lucas, tant mieux. Il y a Romain aussi, dans les abonnés, qui aime beaucoup la survie. Moi, c'est pas un truc qui me passionne. Je vais pas mentir. En plus, j'ai l'impression que c'était vraiment pour remplir. Parce que c'est vrai que ça fait des années que Koh-Lanta parle pas trop de survie. Là, ils vont en parler à balle. Franchement, on a un gros moment sur les survies, la pêche, je fais la cabane, je mange, etc. Bon, pas très passionnant. Mais on y va, let's go, c'est parti. Il faut y passer. Il fallait bien remplir l'épisode. Ça était très bien un épisode avec tout. Mais bon, c'est comme ça. On se plaindra à chaque saison que la réunification se coupe en deux. Ainsi que la finale. Parce que la finale, c'est un peu un enfer. Mais bon, en tout cas, entre jungle et pêche sous-marine, on avait de quoi faire. On a Thibaut et Hugo qui vont chasser des poissons avec le fusil harpon. Et c'est vrai qu'on apprend que Hugo a le record du plus gros poisson de tout Koh-Lanta. Un peu choqué que ce soit Hugo. Alors je savais que c'était un pêcheur. On a quand même Claude qui pêchait beaucoup. On avait Martin dans la nouvelle édition. C'est pas forcément ma saison préférée, mais il pêchait énormément. On a quand même pas mal de bons pêcheurs. On a quand même Raphaël qui a pêché un requin. Donc est-ce que vraiment ce record est validé? Est-ce que le Guinness Book de Koh-Lanta a validé que Hugo avait pêché le plus gros poisson? On a Raphaël qui a pêché un requin, s'il vous plaît. Donc enfin bref, petite info à vérifier, hein. Des fois ils disent des bêtises dans les épisodes. Mais on a quand même de belles images. On a quand même de belles images sous l'eau, c'est quand même sympa. Et après moi je suis pas là pour regarder Thalassa, ok? Non mais c'est sympa, mais c'est pas un truc qui me passionne. Moi j'aime les stratégies, le jeu. À la limite je préfère regarder une bonne épreuve comme l'équilibre sur l'eau, le parcours du combattant, que ça. Mais bon, ce qui est important dans cette séquence, c'est qu'on remarque que Thibaut tire son épingle du jeu parce qu'il pêche énormément de poissons et il va gagner énormément de points. Entre temps, on a Fabrice qui est catastrophé par le kit de pêche puisqu'apparemment il était pas rangé, il était dans un état déplorable, donc il est colère. Il est colère le Fabrice. Alors c'est pas des coups de gueule comme il sait faire contre Lola ou quand ils avaient perdu les épreuves et qu'il s'excitait sur la noix de coco, mais il est colère. Donc il démêle tout, il range tout. Franchement il a envie de tout casser quand même. Et il dit même la phrase, on dirait qu'elle avait explosé, qu'elle avait vomi. Bon, expression très what the fuck pour Fabrice, mais j'ai trouvé ça un petit peu rigolo, j'avoue. Et Fabrice à un moment il se confie, il parle un peu de son grand-père quand ils allaient pêcher quand il était petit, donc c'est plutôt mignon. Pour lui c'est important le kit de pêche, de pêcher, etc. Et il fait une petite session canne à pêche avec une grande branche, tranquillement il pêche et il est accompagné de Cassandre pour discuter un petit peu. Puis c'est aussi stratégique, hein, il faut que les rouges et les jaunes se mélangent un petit peu, apprennent à se connaître aussi, et puis aussi se jauge niveau stratégique. Donc en tout cas voilà, petite session pêche entre les deux, c'est plutôt mignon, c'est un peu un duo improbable, hein, Cassandre et Fabrice. Et ensuite on a le retour des beaux gosses de Hugo et Thibaut de la pêche, et effectivement on a un beau bilan pour Thibaut, il a pêché énormément de poissons. Donc voilà, Thibaut il est fier, il est plutôt content, et on a son portrait, parce qu'effectivement on sait que Thibaut est un gros pêcheur en Corse, et on découvre un petit peu son métier d'agriculteur, avec ses filles, etc. Et les plantes, ça me faisait vraiment penser à un portrait de l'amoureux dans le pré, ça m'a un peu d'aide. Je me dis, ok, Thibaut, bientôt dans l'amoureux dans le pré, je sais pas s'il est encore avec la mère de ses enfants, mais c'était plutôt rigolo. Et j'aime bien le fait aussi qu'il se surnomme le sanglier, hein, parce qu'il était nu et tout petit, ça m'a un petit peu d'aide. Bon, portrait sympathique, plutôt correct, un peu trop amoureux dans le pré, mais plutôt sympa. On a un tout petit peu de stratégie dans cette saison de survie, puisqu'effectivement, on apprend que Hugo ne veut pas voter Fred, et ne veut également pas voter Thibaut. Alors Fred, on sait qu'il avait un accord, mais Thibaut, par rapport au mérite, parce que Thibaut est incroyable, et c'est vrai que Thibaut est validé par tout le monde, hein. C'est vrai qu'il nourrit toute sa tribu, il a ramené énormément de poissons, on a vraiment le buffet, la bouffe, on a plein de petites noix de coco coupées en deux qui servent d'assiette, et on a énormément de choses, le pandanus, le cœur de palmier, la noix de coco, les poissons à en crever, 100 grammes de poisson par personne, je crois, à un moment, il dit, donc vraiment, ouais, il gagne des points, et on se dit qu'il va pas forcément virer hyper vite si les jeunes vont se faire décimer, parce que là c'est en cours, hein, si vous avez vu l'épisode, on sent que les jeunes sont plutôt dans le danger, et on a même Ilyes, s'il y en a bien un qu'il faut éliminer en dernier, c'est Thibaut, donc que ce soit les rouges ou les jeunes, tout le monde valide Thibaut, donc tant mieux pour lui, il gagne des points. Et rapidement, c'est la cabane qui est au centre des discussions, puisque la cabane des jeunes n'a pas de toit. Alors là, je suis un peu surpris, alors je suis pas le roi de la survie, mais j'ai quand même regardé une trentaine
de saison de Koh-Lanta. Et je me dis que c'est un peu le b.a-ba d'avoir un toit pour la cabane. Parce que s'il pleut, etc., c'est la merde en fait. Ok, il dormait sur le sable, mais il faut anticiper un minimum. Un peu choqué, surtout qu'il y a quand même Fred dans l'équipe. Thibaut et Fabrice qui sont des pros de la survie, et même Fabrice qui est fan de Koh-Lanta, donc un peu surpris. Mais Gustin, voilà, il est pas motivé comme d'habitude. Hein. C'est vrai que Gustin, c'est surtout manger et les épreuves. Donc sur le camp, pas grand chose, mais les filles, elles sont au taquet, et on sent un gros rapprochement entre les filles rouges et les filles jaunes, en particulier Sophia qui se rapproche notamment de Sarah, Cécile et Maud, et on se dit, ah, peut-être une alliance féminine. Bon, finalement non, de toute façon elles étaient en minorité, elles le sont toujours hein, d'ailleurs, mais bon, on peut espérer, on sent qu'il y a des petites alliances qui peuvent se faire. Elle s'excite, elle commence à créer le toit, à construire le toit un peu à l'arrache, hein, entre guillemets, parce que bon, je ferai pas mieux, mais c'est vrai que Sophia le dit, c'est peut-être pas le meilleur toit de tout Koh-Lanta, mais bon, au moins, c'est fait avec le cœur. Pendant que les garçons, ils font pas grand chose. Les garçons dorment, après il faut faire attention au montage et au plan, mais quand même. Et puis elle décide de bouger un petit peu les gars, de les remuer pour qu'ils les aident un peu. Et ils vont essayer de chercher du bois dans la jungle. Ils tirent comme des ânes, alors je sais pas trop pourquoi ils ont tiré comme ça au lieu de couper à la machette. Mais Gustin, il a un peu la flemme, il est un peu fatigué, on sent qu'il est pas très motivé. Et donc, tel un rat très vénère, il décide de tout couper à la machette. Et c'est Jacques, ça m'a dead, hein. Jacques était choqué par l'agressivité, on va dire, contre les arbres de Gustin, la violence de Gustin. C'était assez rigolo de voir Gustin un peu l'homme primate, hein, le mâle alpha, l'homo sapiens en train de découper ses branches face à un Jacques oui, qui est un petit peu plus raffiné. Et on a même Gustin qui dit, alors c'est vrai que Jacques, il est un peu surpris parce que il est très maniéré, très délicat dans ses gestes, donc bon, ça m'a dead, hein, j'avoue. Alors j'espère qu'il n'y a pas des gens vénères qui vont dire que Gustin est homophobe, parce que je ne pense pas, mais j'avoue que j'ai trouvé ça très marrant, cette petite réflexion comme ça, ouais, elle est très maniérée, très délicat, et moi, je suis bourru, donc, enfin, il n'est pas bourru, mais en gros, il a été un peu choqué par la violence de mes gestes. C'est vrai que c'est assez improbable ce duo, c'est assez marrant, mais en tout cas, au moins Gustin a fait un petit truc niveau survie, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, puisqu'effectivement, ça va être tendu pour Gustin, on va beaucoup parler de lui, puisqu'effectivement, Gustin ne fait rien du tout apparemment, selon les filles. Je ne suis pas sur le camp, donc je vais pas faire de réflexion, mais tout le monde le remarque. Alors les rouges sont habitués, mais les jaunes sont un peu surpris par le fait que Gustin dorme beaucoup. Et effectivement, on le retrouve en plein milieu du camp, couché comme ça, en plein milieu, alors que les gens marchent à côté de lui. Et on a même Sarah qui le termine en disant, moi j'ai pas envie d'être la lotte par terre, couchée par terre au milieu de tout le monde, qui fait rien quoi. On a même Sophia qui fait, c'est normal ça? C'est normal le mec posé là? Ça m'a dead. Donc vraiment les gens sont surpris de son attitude, surtout les jeunes. Et Sarah est très critique hein, sur Gustin. Et à ce moment-là on se dit ça va continuer, mais on a un moment où on voit l'épreuve du parcours du combattant, on a un petit teasing, j'ai pas trop compris, juste avant la pub, j'ai dit ok. Sauf que la séquence sur Gustin n'est clairement pas finie, j'ai pas compris au niveau du montage, mais ok. Et donc on a les 3 filles rouges qui terminent Gustin, parce qu'il fait rien, parce qu'elles en ont marre. Je pense qu'elles ont pas très confiance aussi en Gustin. Et il y a juste Sarah qui dit, par contre, tu dis rien à Gustin, parce que ça va se retourner contre nous, etc. Parce qu'on sait que Cassandre est assez proche de Gustin, c'est ce qui est un peu surprenant, parce qu'ils ont l'air très opposés, hein. Sarah va le dire plus tard dans l'épisode, que elle est très féministe et lui très macho. Mais Cassandre a fait, oui, je vais rien dire. Mais rapidement, elle va prévenir Gustin, pas en disant, ouais, les filles, elles parlent sur ta gueule, etc. Mais en gros, essaye de te bouger, de réagir un petit peu, parce que les filles, je pense qu'elles en ont marre de toi, et ça peut se retourner contre toi. Et elle veut surtout sauver les rouges. Alors elle veut sauver Gustin, je pense, mais elle veut aussi sauver sa majorité, là ils sont 7-7, mais éventuellement rester entre rouges et pas se retrouver à des filles qui votent contre Gustin, parce que si un rouge part en premier, tous les rouges peuvent suivre. Donc elle pense aussi stratégie. Elle en parle à Gustin, mais Gustin, on sent qu'il se remet jamais en question, en fait. C'est vraiment... Mais Gustin, on est dans Koh-Lanta, hein, mais pas dans la vie de tous les jours, donc au bout d'un moment, ton ego, tu le manges, toi qui as faim, tu manges ton ego, et t'essayes de faire des efforts pour que les filles ne votent pas contre toi, parce que effectivement il dit, je peux rien faire si tout le monde veut voter contre moi. Si, tu peux faire quelque chose, faire un effort, te bouger un peu plus, être plus sympa, j'en sais rien. Donc il se remet zéro en question et ça m'agace, il dit que c'est pas de sa faute, voilà, et en plus, il peut plus voir les filles, en particulier Sarah. Donc on se dit que Gustin peut vraiment retourner sa veste, alors que là, après cet épisode, il va être en majorité, donc il pourrait aller tranquillement dans le top 7, sans crainte, etc. Et en plus, on a un petit groupe de filles avec Jacques qui jactent sur Gustin. On a un petit quatuor, Maud, Sarah, Sophia et Jacques, qui parlent beaucoup sur lui. Et effectivement, comme je vous le disais, Sarah est très surprise que Cassandre s'entende bien avec lui, parce qu'elle est apparemment ultra féministe, et Gustin est méga macho. Hein, ça, on l'avait remarqué, il avait beaucoup des propos dérangeants sur les femmes, et apparemment, il ne compte que sur les épreuves, pas forcément sur la survie, il s'en fout un peu. Les épreuves. Mais il y a bien un jour où Gustin, tu ne vas pas gagner l'épreuve, et tu vas saouler tout le monde, et tu vas dégager. Je pense même des rouges, comme Maud ou Sarah, seraient capables de voter contre toi. Et Maud donne aussi son avis, et là, on a son porte
portrait d'un coup. J'ai pas trop compris, d'un coup on avait un portrait sur mode, ils se sont dit putain faut qu'on cale le portrait de mode, on sait pas trop où le mettre. J'ai trouvé que c'était un peu un cheveu sur la soupe, mais ça m'a fait plaisir qu'on la mette un petit peu en avant parce que c'est vrai qu'elle est pas respectée depuis le début de la saison. Et on voit que c'est clairement une sportive vénère, on le savait, elle avait fait les JO, etc. Et on voit un petit peu aussi sa vie de famille avec son conjoint et ses enfants. Et on a une petite phrase qui m'a dead de son fils qui dit maman elle aime pas les miettes. Ça m'a tué, on sent qu'elle a beaucoup de rigueur. En même temps pour être une sportive avec autant de médailles, parce qu'elle sort son flot de médailles en mode je pense qu'il faut être un minimum sportive et rigoureuse. Donc effectivement Maud, on sent qu'elle rigole pas, elle est un petit peu militaire. Bon, un portrait sympathique sans plus, mais au moins on découvre un petit peu plus Maud et on l'avait vraiment pas vu depuis le début, donc c'est cool. En tout cas, le bilan de cette séquence, de ce gros passage sur Gustin, c'est que c'est tendu pour Gustin. Si on assiste à ce point-là, c'est qu'on sent qu'il est potentiellement en danger pour les prochains épisodes. Je vais pas dire que ça me rend triste parce que moi j'aimerais bien qu'il sorte rapidement, mais c'est tendu pour le Suisse. Ensuite, on a une petite séquence un peu inutile, c'est pour remplir, très clairement, c'est la session bouffe, il va encore beaucoup bouffer dans cet épisode, où on voit qu'il y a plein de poissons pêchés par Thibaut, donc Thibaut gagne encore plein de points, Thibaut est incroyable, moi je l'aime beaucoup Thibaut, donc je suis plutôt content que tout le monde l'apprécie et qu'il se fasse pas virer en 3 secondes. On sent qu'il y a une organisation très vénère, en tout cas c'est repas complet, qui est détaillé par Sophia, avec tous les éléments, les lipides, les glucides, etc. Elle est plutôt contente la Sophia, ça kiffe, tout le monde kiffe, etc. Et ça dort encore, ça va au lit, bisous bisous, une journée de critique, un petit peu de stratégie, et de nourriture sans limite, merci Thibaut. Ensuite, le lendemain matin, c'est le 21e jour, on sent que ça y est, ça va être bientôt l'épreuve. Avant ça, on a Gustin qui fait le petit cuistot, parce que c'est vrai que tout le monde critique Gustin parce qu'il fait rien, et moi je suis le premier à dire il fait rien, c'est un massacre, tout le monde le clash et tout, mais il fait quand même la popote des fois, ça lui arrive, effectivement il fait un petit risotto, et après il va faire un petit peu le capricieux auprès de Thibaut en mode gna gna gna, je suis trop content parce qu'ici on mange, chez les rouges je pouvais pas manger, personne avait faim, surtout les filles, et c'est vrai qu'il trash talk pas mal les filles rouges, en mode gna gna gna, me laissait pas manger alors que j'avais faim, j'avais l'impression d'être tout seul à avoir faim. Et Thibaut il valide ce que dit Gustin, il fait oui, il faut grave manger avant les épreuves, c'est quoi ce bordel, voilà, franchement il valide ce que dit Gustin, donc est-ce qu'ils vont se rapprocher stratégiquement, peut-être. Et ça mange encore, ça mange, on va beaucoup les voir manger, avec Gustin qui dit ouais je suis trop content de manger, ça fait plaisir, moi j'adore ce nouveau groupe, gna gna gna. Gustin il est content. Bon. Et rapidement on a la convocation à l'épreuve d'immunité, et le mot c'est force et courage pour aborder ce virage. Bon, très clairement il devine assez vite que c'est le parcours du combattant, il a l'habitude Hugo, c'est lui qui le dit je crois, et on sent qu'il va avoir un petit duel entre Ilyes et Gustin, parce que tous les deux parlent face caméra en mode ils sont déterminés. Je me suis dit ça va être sympa de voir le duel Gustin et Ilyes, on a vu Ilyes se bondir tel un félin très vénère dans certaines épreuves, donc je me dis ça va être assez incroyable, et je sais que Gustin il est plutôt bon en épreuve, donc un petit duel sympathique. Les candidats arrivent donc à l'épreuve, et on découvre que c'est le parcours du combattant, parce qu'on voit pas mal d'obstacles, etc. Les candidats arrivent au ralenti, ça me met très colère, mais c'est comme ça, et on a donc 8 obstacles à affronter. Il y aura un premier passage avec les filles, un deuxième passage avec les garçons. Le gagnant garçon et les garçons filles vont s'affronter dans un duel, c'est un classique, on connaît. Je me suis dit, si c'est le labyrinthe, c'est vraiment du réchauffé. C'était le labyrinthe. Vraiment, ils se font pas chier, voilà. Et donc c'est les filles qui vont commencer, on a un petit ralenti ridicule en préparation comme si on était au match de Rocky Balboa. C'est parti, let's go, l'épreuve va pouvoir commencer. Et donc l'épreuve commence, les filles se lancent dans cette épreuve. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette première manche féminine? La grosse surprise c'est Cassandre. Alors je savais qu'elle allait être potentiellement forte en individuel, mais là c'était assez incroyable, elle a souvent été en tête. Sophia aussi était très forte, mais ça me surprend un peu moins. C'est vrai que sur le parcours du combattant j'attendais un petit peu Sophia, donc pas surpris. Il y en a un petit duel entre Sophia et Cassandre pendant l'épreuve, donc franchement chapeau les filles. On a Maud qui était aussi efficace, j'ai noté que Maud avait un peu tiré son épingle du jeu. En tout cas on sentait que les filles se battaient, elles étaient un peu les unes sur les autres, je me souviens dans le filet où elles étaient vraiment agglutinées, elles étaient prêtes à tout. À un moment Sophia a vraiment mené toute la manche, tous les obstacles, elle était vraiment au taquet, mais à un moment il y a eu donc le filet où elles se sont tirées la bourre, où Cassandre a vraiment bien remonté l'épreuve. Bon, par contre, ma petite Cécile que j'adore, je crois que c'était elle qui était toute dernière. Donc un peu déçu. Bon, heureusement, ils ne l'ont pas notifié. Pas comme ils avaient fait avec David dans les chasseurs d'immunité. Donc je me dis, elle est peut-être épargnée au montage, mais on voyait bien qu'elle était dernière, malheureusement. Et clairement, c'était le duel Sophia-Cassandre. Mais Cassandre a été beaucoup plus efficace, même si Sophia a été aussi incroyable. Sophia m'a pas mal fait kiffer. Elle était en tête. Et Cassandre a été efficace tout le long, puisque à la fin, elle a bien rattrapé le retard qu'elle avait. Et effectivement, elle gagne la manche. Cassandre est la gagnante féminine du parcours du combattant. Donc assez surpris, assez content pour elle. Par contre, grosse surprise, c'est Charlotte qui arrive en 2, alors qu'on l'a pas trouvé pendant l'épreuve, on n'a pas trop fait gaffe, c'était surtout Sophia, Cassandre et un peu Maud. Et elle est arrivée 2ème, et Sophia est arrivée 3ème. Je pense qu'elle était un peu déçue, Sophia, d'arriver 3ème, parce que elle avait mené une grosse partie du parcours. Et Sarah est arrivée 4ème. C'est vrai que Sarah, on en a pas trop parlé aussi pendant l'épreuve, mais elle est arrivée 4ème, ce qui est une belle performance. Cassandre surprenante, donc tant mieux, et elle dit clairement qu'elle a pensé à son frère Victor, parce que c'est son épreuve préférée
préférés de koh, donc bon, petit moment mignon et franchement une Cassandre efficace, surprenante et efficace, donc j'étais plutôt content pour elle. Après c'est les mecs, deuxième manche avec les mecs, et c'est clairement Ilyes qui sort du lot, suivi par Gustin, mais aussi Frédéric et Hugo qui lâchent pas, hein, pourtant c'est des anciens, alors Frédéric ça va, il est encore tout jeune, mais Hugo, bon voilà, il n'a pas les 23 ou les 28 ans de Gustin et Ilyes, très clairement. Mais je trouve que Ilyes était insane, sur certains obstacles il m'a vraiment surpris, l'obstacle où il y a les murs avec la corde, il prend même pas la corde, le mec il saute sur cette espèce de pyramide on va dire, et il saute par dessus en mode rien à foutre là, alors que certains ils tirent la corde comme pas possible, lui rien à foutre, la corde ça l'intéresse pas, c'est clairement la guerre, on sent qu'ils ont le démon les mecs, on sent qu'ils sont les uns sur les autres, je sais pas s'il y avait quelqu'un qui était dernier, peut-être Fabrice, j'ai pas trop fait gaffe, ou peut-être Jack, mais j'avoue que franchement ils étaient au taquet. On a Maxime qui est souvent en deuxième position aussi, on en a pas trop parlé au montage mais je l'ai vu, hein, qui était souvent en deuxième position, mais Ilyes c'est une machine, hein, vraiment, il fait des super sauts, en moins il fait un saut trop colère sur l'espèce de mur inversé, waouh, il nous fait un triple salto, on a l'impression qu'il nous fait de la gymnastique au JO, il a vraiment trop la rage de Ilyes, mais c'est un peu plus la galère sur les cordes, parce qu'effectivement la dernière étape, enfin c'est pas la dernière étape, mais un des derniers obstacles, vous savez, c'est les cordes horizontales où il faut marcher sur les cordes à quatre pattes, etc. Et là c'est un peu plus la galère, on sent qu'il est moins à l'aise, peut-être que l'équilibre c'est moins son truc, alors que Gustin, lui, il est trop colère, il marche sur les cordes. Alors j'avais jamais vu ça, le mec il marche sur les cordes. Alors c'est pas concluant au début parce qu'effectivement il tombe, d'ailleurs Ilyes aussi tombe, donc ça met un peu plus de suspense. On sent que par exemple Frédéric ou Hugo ou même Maxime peuvent passer devant parce que c'était juste derrière les deux gars qui viennent de tomber. Donc petit suspense. Maxime effectivement est en tête grâce à la chute des deux garçons, mais il tombe aussi. Donc on a un petit duo, comme je vous le disais, Hugo-Frédéric qui peut nous surprendre, mais en fait pas du tout. Gustin continue de marcher tel Jesus sur l'eau. J'étais vraiment en mode ok. Et en fait ça fonctionne, le mec il marche sur les cordes et ça fonctionne, j'étais choqué. Et effectivement Gustin il finit le dernier obstacle et bam il remporte le parcours du combattant. Alors c'est pas forcément mon candidat préféré, mais là surprenant, chapeau Gustin, un peu choqué. Et Ilyes arrive en deuxième position, je pense qu'il était un peu colère parce qu'il avait bien mené et c'est juste cet état de la corde qu'il a complètement perdu. On a quand même les deux vétérans Hugo et Frédéric qui arrivent en troisième et quatrième position. Un peu déçu pour Maxime, j'aurais bien aimé qu'il arrive au moins dans le top 3. Et on voit clairement que Fabrice et Jacques étaient à bout, on a un plan sur eux en mode Jacques par terre, ils en peuvent plus. Et j'étais un peu déçu aussi pour Thibaut, enfin pour et par Thibaut. Je m'attendais à ce que ce soit un challenge beast, je vous en avais parlé parce que sur l'épreuve où il devait faire la course poursuite il était assez impressionnant et finalement il a pas tiré son épingle du jeu, donc un peu déçu, mais pas plus déçu que Ilyes qui est complètement frustré par cette défaite parce que pour lui c'était une épreuve qu'il pouvait largement remporter et je le pense aussi. Et Gustin c'est assez incroyable, il y a Denis qui dit que c'est une nouvelle méthode et que ça n'a jamais été vu dans koh, donc c'était ça, il n'avait jamais été vu dans koh. Bon c'était sympa hein, cette méthode, de là en faire un teaser pour la semaine prochaine c'est un peu limite, mais bon on a l'habitude avec koh qui nous font rêver avec des événements inédits, finalement c'est pas grand chose mais c'est comme ça. Et ensuite on a le duel final, donc Cassandre contre Gustin, et c'est donc ce putain de labyrinthe. Bon j'étais en mode ok, alors c'est une épreuve que j'aime bien, c'est sympa, mais c'est un peu réchauffé, donc pas foufou. Et donc ils doivent libérer un Anito qui est dans le labyrinthe, décidément cet Anito nous suit. Est-ce que ça va être le même labyrinthe que d'habitude, parce que certains d'entre vous disent ouais c'est le même labyrinthe, il faut juste apprendre le labyrinthe avant de partir, etc. Mais là j'avais l'impression que c'était un nouveau labyrinthe, que ça partait de l'autre côté par rapport à d'autres saisons. Et donc le petit duel commence et chacun a sa méthode. Effectivement Gustin est plus efficace que Cassandre puisque il calcule tout le labyrinthe avec sa main avant de déplacer son Anito, et je pense que c'est la bonne méthode parce qu'effectivement il apprend le chemin avec ses doigts et après il retient le chemin et tac 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 il est plus rapide quand il se déplace, alors que Cassandre c'est un peu voilà, on y va au bonheur la chance, on verra bien comment ça avance. Et Gustin est méga efficace, il m'a impressionné sur cette épreuve. Par contre un peu perdu, il se rend pas compte qu'il peut passer les bras en dessous, donc du coup il y a des fois il atteint pas certains espaces de son labyrinthe, ça m'a un peu buté, j'ai dit oh là là il va perdre du temps et du coup Cassandre va le rattraper. Mais il faut avouer qu'il y avait zéro suspense dans ce duel parce que Gustin était beaucoup plus efficace. Cassandre était complètement paumée, elle était vraiment bloquée au début, alors que Gustin bam 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 il avance. Et il y a juste à la fin où justement vu que son bras n'est pas assez long pour toucher le trou final et qu'il pense pas à passer la main sous le labyrinthe, il retourne en arrière et il perd vachement de temps. Donc on s'est dit ah ça y est Cassandre peut rattraper, mais quand on voyait les plans sur Cassandre clairement non, hein, clairement elle avançait pas beaucoup. Donc il repart en arrière, il commence un petit peu à s'énerver, à dire il y a pas de trou, etc. Et puis au final il a bien compris qu'il pouvait passer ses bras en dessous, il trouve le trou et bam 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 il repart dans l'autre sens et il réussit à gagner le duel. Et donc Gustin remporte l'épreuve d'immunité. Après je pense pas qu'il était en danger malheureusement parce que Sophia lui avait fait la promesse aux ambassadeurs, mais il faut avouer que c'est une très belle performance, même si je suis pas fan de Gustin. Mais entre le parcours du combattant où il est passé devant tous les garçons dont Ilyes qui avait la rage, sur les cordes où il a marché tel un Jesus sur l'eau, et là avec le labyrinthe où il a eu la bonne méthode, il a été efficace malgré le fait que bon il n'arrivait pas à tout toucher parce qu'il n'avait pas compris qu'on pouvait passer en dessous, ça m'a dead, mais il a été efficace. Bon on a quand même Denis qui s'est un peu trop excité sur Gustin en mode ouais vous êtes un aventurier complet. Calm down, social catastrophique, survivez pas grand chose, social c'est pas foufou non plus, bon, calmons-nous.
calmos. Mais bon, chapeau à Augustin, il a une immunité, après je pense pas qu'il était en danger pour le premier conseil. Un peu deg, j'aurais préféré que ce soit mon petit Iliès ou Cassandre, mais c'est comme ça. Bon, Augustin, il faut l'avouer, c'est un crack sur les épreuves. Ensuite, c'est le retour au camp. Bon là, j'ai pas noté grand chose. Voilà, Augustin revient victorieux. Ça m'a un petit peu saoulé, on va pas se mentir, parce que je l'apprécie pas forcément. En tout cas, il est tout content de son totem, il appelle son bébé, il veut dormir avec son bébé. Bon, très bien, mais dors avec ton totem, hein. C'est très bien, éclate-toi avec ton totem, fais ce que tu veux, mais par contre, calme-toi, hein, parce qu'il peut passer entre les mains d'autres candidats. Et Iliès, il est trop dégoûté, même s'il félicite Gustin, mais il est un peu dégoûté. Il dit même la phrase, je suis parti pour combattre et je reviens complètement défait. Ça m'a un petit peu d'aide. Mais par contre, trop de vouloir pour Gustin, tout le monde est en mode ouais, il a été insane et tout, et ça m'agace. Oui, il a été fort, mais ça m'agace quand même. Et là, on sent que le conseil s'approche, donc ça va parler stratégie pendant un petit moment. Bon, stratégie qui va se finir par 7-7 rouge contre jaune, un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Et effectivement, dans la jungle, on a Sarah et Hugo qui critiquent un petit peu ceux qui font rien sur le camp. Bon, clairement, Gustin est visé, hein, particulièrement par Sarah, même si Hugo, on a l'impression qu'il défend toujours un peu Gustin, et ça m'agace, mais bon, c'est comme ça. Et on sent que Gustin a eu chaud. Selon les termes de Sarah et Hugo, on se disent, heureusement qu'il a l'immunité parce qu'il aurait été largement visé. Et Sarah détruit Gustin à nouveau, hein. On dirait que c'est son activité préférée, mais je la comprends. Je sais que Sarah, il y en a des gens qui l'aiment pas, mais j'avoue que ce qu'elle dit sur Gustin, moi je le pense aussi. Alors je suis pas sur le camp, je vois pas tout, mais bon, pour qu'elle s'excite à ce point-là, je me dis mais que Gustin doit vraiment rien faire. Hugo, lui, il est plutôt serein, il sent que ça va le faire, alors que Sarah est plutôt inquiète pour sa tête, elle sent qu'elle va être un petit peu visée. Hugo dit clairement que ça va être un vote ex-rouge contre ex-jaune, donc il annonce la couleur, hein, très clairement. Moi j'étais un peu déçu, je me dis ah oui, vous allez même pas tenter de faire des choses. Et ils veulent voter Fabrice. Alors là, sur le coup, je me dis mais pourquoi Fabrice, il a rien demandé, on l'a quasiment pas vu de l'épisode, à part pour dire que le kit de pêche était désordonné. Sinon, on n'a pas vu grand chose à part faire à manger avec Thibaut. Enfin, franchement, j'étais en mode ok, il dit ouais, pas d'affinité, je sais pas, je le sens pas, donc on va voter contre Fabrice. Ah d'accord, bon, mais très bien. Bon, ça risque d'être à égalité, comme pas là-haut, donc j'étais un peu en mode flemme. Mais Maxime, lui, il n'aime pas le hasard. Il n'aime pas le hasard, il a vraiment envie de avoir les cartes en main, et on a un petit portrait de Maxime. Donc moi, j'étais plutôt content parce que c'est vrai que Maxime, on l'a pas trop vu depuis le début. J'arrête pas de dire de toutes mes reviews, ouais, surveillez-le, il va faire des trucs de ouf. Donc là, je me dis, ah ça y est, ça va commencer. Maxime va rentrer dans l'arène. Et on a son portrait, donc je vous disais, où on voit son métier, on voit sa passion pour l'escalade, etc. Et on voit aussi pas mal sa relation avec sa conjointe qui s'appelle Anaïs. Anaïs comme ma sœur, MDR, donc plutôt cool. On sent que c'est des fans de Koh-Lanta, tous les deux ils ont trouvé cette petite passion commune. Lui, on le voit dans la cuisine comme on avait vu dans son court portrait, en train de faire des petits matériels de pêche, la nasse, etc. avec son petit totem apéro, ça me dead. Ça, c'est un vrai fan. Et il le dit d'ailleurs dans le portrait qu'il est fan. Il est plutôt au taquet, il s'entraîne. On sent que Maxime peut vraiment se révéler dans cette deuxième partie, donc je croise les doigts. Et Maxime va voir Frédéric. On a un petit moment stratégique avec Frédéric en disant on fait une alliance garçon, on garde juste Cassandre parce que j'entends grave bien avec elle. On sait que chez nous, entre Gustin et Sarah par exemple, c'est un peu tendu, donc si on faisait une alliance garçon, ça pourrait être très stylé. On sent que Maxime essaye un petit peu de gérer les stratégies. Gustin est toujours au centre des discussions, on sent que il dérange quand même, hein, ce Gustin. Non seulement sur le camp il est un peu chiant, et en plus dans les épreuves il est dangereux. Donc voilà, Frédéric il se place pas trop, il dit écoute, je peux pas te dire oui ou non pour l'instant, j'essaye de voir comment ça va se passer. Ils font comme un petit pacte, alors ils se sont rien promis, mais on sent qu'il peut avoir une relation étroite entre les deux, donc ça peut être intéressant. Frédéric est très intéressé, il dit que c'était une discussion très intéressante, mais que pour l'instant il favorise les ex-jeunes. Voilà, il commence son aventure, il va step by step, on se calme, et je pense qu'il fait bien, parce que là s'il commence à trahir tout le monde, il aura une sale image et il gagnera jamais l'aventure. Les filles rouges de leur côté, elles parlent de Gustin, elles veulent le virer avant qu'il ne soit trop tard. Alors je pense que c'est un peu trop tôt, hein, pour l'instant, elles le savent très bien, sentent que si elles ont la majorité, elles font le dégager assez rapidement. Et je pense que Gustin va le sentir. Dans le teaser, on sent que Gustin est prêt à tout pour rester le plus longtemps possible. Fabrice est toujours visé par les filles, ça semble bloqué sur Fabrice, et de son côté, Fabrice, il vise Sarah. Sarah qui est pour eux le cerveau du groupe, le centre de la stratégie des rouges. Charlotte, elle décide de mettre un peu de doute. Elle dit moi, franchement, une fois de plus, j'ai pas envie de voter une fille, je vais peut-être voter Maxime, je suis pas proche de lui, donc peut-être Maxime. On sent que la sororité est en train de dominer, et Sophia c'est pareil. Elle sait pas trop, elle réfléchit, peut-être Maxime, effectivement, j'ai pas envie de voter contre une fille, nanana. Donc c'est vrai que là je suis un peu surpris par les filles parce qu'elles sont en mode wait, girl power, on va essayer de sauver les filles, alors qu'elles ont bien jeté Mélissa sous le bus. Alors certes, Lola, je pense que Sophia ne s'y attendait pas, bon même Charlotte l'a aussi poussé sous le bus, mais c'est trop tard les filles. On dirait Maxine et Laure quoi, en mode ouais, vous êtes des gros salauds les gars, vous votez tous contre nous, alors que c'est elles qui ont voté Candice et Magali en fait. Donc mais bon, c'est comme ça, elles veulent se rattraper, elles savent qu'elles sont en minorité, et là elles sentent le vent tourner, elles disent bon, on va faire team girl, sororité, on va virer tous les mecs. C'est trop tard les filles. Bon là, on va se rendre compte que c'est un gars qui va sortir, donc tant mieux pour elle, mais ça va pu être largement une fille, et Sophia et Charlotte ont encore voté une fille. Bon après moi j'adore Sophia, donc voilà, mais je me suis dit mais les filles, si vous voulez pas voter des filles, vous voulez vous soutenir entre vous, mais vous vous éliminez entre vous au lieu de virer les garçons. Ah c'est bon, c'est individuel, hein, vous pouvez dégager les mecs, on s'en fout. Fabrice de son côté il se sent pas du tout en danger, donc là je dis ouf, Fabrice va bientôt dégager. Je me suis dit ça va être compliqué pour lui, mais en même temps on l'a pas vu non plus
plus dans l'épisode. Donc j'étais en mode, mais attends, on a vu 3 secondes. Donc si il avait de grandes chances de virer, on l'aura un peu plus vu. Donc sur le coup, j'étais un peu partagé. Je me dis, soit il va vraiment virer parce que cette phrase, elle est pas anodine, soit il va rester parce qu'on l'a quasiment pas vu dans le montage. Et en fait, non, c'est juste que la prod, elle avait rien à foutre au niveau de montage, ils l'ont pas montré, de toute façon, il est dégagé. Il y a une petite discussion ensuite entre Jacques et Sarah lui dit clairement, t'inquiète, Jacques ne stresse pas, tu vas pas être visé, c'est pas toi qui es dans notre ligne de mire, ne t'inquiète pas, y a pas de souci. Et lui, il est en mode, ouais, mais je stresse, etc. Nanana. Voilà. Mais il dit pas à Sarah, enfin en tout cas, nous dans le montage, on ne le voit pas, il dit pas à Sarah, ouais, toi non plus t'es pas visé. Il lui dit rien du tout. Parce que lui, il sait très bien qu'il va voter contre Sarah. Ça le fait chier parce qu'il l'aime bien, mais il va suivre le groupe, hein, parce que s'il suit pas le groupe, ben, ça va sauter, quoi. C'est un petit moment anodin sur le moment, mais en fait, ça va ressortir au conseil parce que Sarah, ça va pas lui plaire que Jacques vote contre elle. Hein. Ensuite, on a le conseil, voilà, bon. J'ai pas trouvé le conseil très intéressant. On a les deux capitaines qui parlent un peu de leur position, ils font les mecs plutôt humbles, etc. Rien de fou en mode oui, la réunification était pas acquise, etc. Mais bon, un petit peu quand même. Ensuite, c'est Jacques qui est au centre des discussions. Tout le monde l'adore, Sarah l'adore, les filles l'adorent, Maud, etc. Tout le monde est au taquet, tout le monde adore Jacques, et même Ilyes qui dit qu'il est incroyable et tout. Donc potentiel futur gagnant. Je me suis dit à ce moment-là, c'est vrai qu'il est acclamé par tout le monde. Je me suis dit, oh putain, franchement, beau portrait de chacun sur Jacques. Bon, après, il m'a dead, il fait, ouais, c'est une bouffée d'air fraîche. Ça m'a dead, cette petite phrase. Et ensuite, c'est Cassandre qui est au centre de discussion, parce qu'effectivement, elle avait pas trop confiance en début d'aventure, elle a eu beaucoup de boules noires. Et là, l'épreuve du parcours du combattant l'a vraiment aidé à avancer, donc c'est plutôt cool. Donc, moment centré vraiment sur Cassandre. Peut-être que Cassandre aussi a un montage de gagnante. On a même Hugo qui dit, Madame Boule Noire est devenue Madame Parcours du combattant. Un peu un parcours insane de je galère à je vais peut-être remporter la saison. Une petite Alexandra des terre peut-être. Et après, moment sur Gustin qui est donc nature peinture comme dirait Cassandre, alors je déteste cette expression. Anyway, Sarah, elle ne le dit pas en rigolant. Elle fait un petit pic en disant on peut pas faire plus nature que Gustin. Hein. Et c'est vrai qu'elle dit clairement que il dit ce qu'il pense, il fait rien, il est tranquille. Sophia confirme, on sent que les filles sont un peu agacées par le comportement de Gustin. Et lui de son côté, vraiment zéro remise en question. Il est en mode non, vraiment il s'en fout. Donc voilà, Gustin, fidèle à lui-même, nature peinture comme dirait Cassandre. Voilà, après des petites phrases bateau en mode c'est un conseil particulier, ça peut filer dans tous les sens, tout peut arriver. Bon, clairement, rien ne va arriver, hein, il y aura égalité. Et effectivement, on a le premier vote et on voit que clairement, c'est Sarah et Fabrice qui sont au centre des votes, puisqu'on a Thibaut, Fabrice et Ilyes qui votent Sarah par rapport à leur alliance ex-jeunes, la stratégie des ex-jeunes, et Maud, Sarah et Cécile qui votent Fabrice par rapport aux stratégies. Bon, il y a Maud qui dit qu'elle a moins d'affinité, mais c'est surtout aux stratégies des ex-rouges. On a Denis qui va chercher l'urne, et pendant qu'il va chercher l'urne, on a la vieille musique, les tata, 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 tata. J'étais trop content parce que c'est la musique que j'adorais quand j'étais gamin. Alors je sais pas si ça a été remis un petit peu dans cette saison, dans les saisons d'avant, j'ai pas le souvenir, mais moi j'adore. En plus cette musique elle est aussi dans le film Taken 2 je crois, avec Liam Neeson. Donc moi j'adore cette musique, je suis trop content qu'il l'ait remise. Alors peut-être qu'il l'a remise entre temps que j'ai pas fait gaffe. Là j'étais au taquet, putain, j'adore. En plus il y a eu pas mal de musique, j'ai pensé à Dany. Il y a eu pas mal d'anciennes musiques de Koh-Lanta sur les épreuves, sur les machins. J'étais en mode ah ça y est, ils remettent de la vieille musique, ça déchire, c'est trop la base. Ça rappelle des bons souvenirs. Denis demande s'il y a un collier, donc forcément Cécile et Ilyes sortent leur collier. Par contre un peu surpris que Ilyes en sorte qu'un seul. Voilà, je pense qu'il allait sortir les deux, donc il en sort qu'un seul. Est-ce qu'il pourra utiliser l'autre? Je ne pense pas, parce que c'est jusqu'au conseil de la réunification. Mais j'aurais aimé qu'il sorte les deux en mode ah il en a deux, insane. Mais surtout comment il le sort, en fait il sort sa chaussure et on a Denis qui fait ça c'est une chaussure. Ça ma tête, mais ça fait que ça sert à rien, mais bon, j'ai trouvé ça rigolo. Et donc c'est le dépouillement, donc il y a du Sarah, il y a du Fabrice, etc. Et on a une égalité parfaite entre Fabrice et Sarah, ce que je redoutais. Donc 7 votes Fabrice, 7 votes Sarah. Et Sarah fait un petit regard un peu perfide à Jacques. On sent que Sarah a compris que Jacques avait voté contre elle, donc un peu déçu. Et donc il revote, on voit juste le vote de Fabrice et Sarah qui disent c'est toi au moins, hein, très clairement, il faut faire le choix. On a le deuxième dépouillement et c'est à nouveau égalité, 7 contre 7. Et donc c'est tirage au sort, tout ce que je voulais pas, c'est comme ça, mais c'est la vie. Et donc il tire boule noire, boule blanche. Sarah tire en première. Est-ce que c'était une bonne idée, Fabrice? Je ne sais pas. Et c'est Sarah qui a la boule blanche. Et donc les rouges sont plutôt soulagés alors que les jeunes sont plutôt inquiets. Ce que je comprends parce que là, les jeunes se retrouvent en infériorité. Moi j'étais plutôt content, j'avoue, je préfère les rouges. Et Fabrice donc prend son petit flambeau et il se fait éteindre le flambeau par Denis. Il remercie les jeunes. Il est déjà nostalgique de son aventure parce que ça y est, c'est terminé. Hugo s'explique. Il dit écoute Fabrice, c'est un peu au hasard. Voilà, faites bien voter contre quelqu'un. Il voulait surtout pas voter une fille. Ah bon, d'accord. Hugo féministe, c'est nouveau. Par rapport aux propos qu'elle a eu en début de saison, mais ok. Et c'est surtout Sarah qui est très colère, larmes aux yeux, elle dit je m'attendais pas à certains votes, voilà, je suis un peu émue, c'est les émotions, la fatigue et tout. Et oui, franchement, je suis un peu colère. Elle dit clairement qu'elle sait à quoi s'attendre par la suite, qu'elle ne peut plus faire confiance à certaines personnes, et elle balance le nom. Direct, elle le dit, moi je suis très déçue par Jacques, on s'était promis que si on était en danger, on se le dirait, gna gna gna, il m'a dit clairement que j'étais pas en danger dans les yeux. Et là arrive un petit pugilat entre les deux avec Jacques qui dément en disant non mais pas du tout, je t'ai jamais dit dans les yeux que t'étais pas menacé, etc.
Sarah. Donc petite embrouille, il y a même Sarah qui fait mais je veux pas m'embrouiller avec toi maintenant devant tout le monde. Ben c'est toi qui lance l'embrouille en fait. Il nous a refait comme une Lola, ben c'est toi qui te mets en spectacle ma chérie. Dead. Bon en tout cas petite embrouille, parole contre parole. Pour Jacques, il y a eu zéro promesse. Sarah elle est un peu surprise, donc c'est vraiment il y a zéro preuve, surtout que nous on l'a pas vu dans le montage que Jacques avait promis à Sarah. Donc est-ce que Sarah s'est un petit peu enflammée, qu'elle a pas tout compris? Je ne sais pas, mais on sent que le binôme Jara, ben il n'est plus trop dans le game. Je suis un peu déçu parce que je les aimais bien. Je crois qu'il y en a un d'entre vous qui m'a mis en commentaire qui n'aimait pas trop ce binôme, mais moi je l'aime bien. Et le pugilat s'arrête là, je pense qu'on aura une suite dans le prochain épisode. Et rapidement Fabrice donne son vote noir, il le donne à Thibaut, pas surprenant, on sentait que c'était un petit binôme de survie sympathique. On a même Thibaut qui le complimente en mode c'est un super aventurier, Fabrice je l'adore, etc. Et il s'en va. Bisous Fabrice, c'est un peu dommage parce que je le voyais vachement plus loin. Je le voyais aller vachement plus loin, un peu surpris. Et je trouvais que d'épisode en épisode, il devenait de plus en plus intéressant. Alors je sais qu'il y en a pas qui ne l'aimaient pas, mais moi je le trouvais sympathique. Il était mal parti dans son aventure et là c'était plutôt sympa. Donc un peu déçu, mais bon, il va retrouver Emmanuel, ils vont boire tous les deux des cocktails, c'est très bien. Ensuite on a le teaser, effectivement, on a Gustin qui veut virer Sarah. Il veut retourner le game, il veut faire des alliances, des stratégies contre Sarah et les rouges. Donc pourquoi pas. Après je me dis, peut-être que ça va se retourner contre lui, il va dégager, ce que j'espère. On voit aussi qu'on a l'épreuve des grappins qui sera potentiellement éliminatoire et on va découvrir un peu plus tard dans le teaser qu'effectivement l'épreuve va être éliminatoire, ça va redistribuer les cartes. Alors moi je suis pas forcément team épreuve éliminatoire, mais pourquoi pas écouter. On a une explication entre Jacques et Sarah aussi, j'ai l'impression. On a plein de petits ralentis dans le teaser, ça m'a beaucoup énervé. On a aussi l'épreuve du bambou, on le voit notamment avec Hugo et Sophia. Et on a des blessés. On a Fred qui se blesse, il a du sang partout, et Charlotte qui s'est pris un coup sur la tête. Ça va être tendu, est-ce qu'il va avoir des abandons, est-ce qu'il va avoir des retours, je ne sais pas. Mais le teaser donnait envie. J'espère qu'il ne va pas me décevoir cet épisode 9. Ensuite, il a interviewé l'éliminé, donc Fabrice, il dit que c'est pas juste, puisqu'effectivement, il se donnait à fond sur le camp et il se fait dégager en 3 secondes. Il a tout donné, donc il est un peu déçu, mais il parle à tête haute. Voilà, il parle à tête haute, il est nostalgique de son aventure, on sent qu'il est un peu ému, et effectivement, il parle de sa fille, il m'a dit, mais elle sera fière de moi, je lui ai dit que j'irai jusqu'au bout, et le bout, il s'arrête là, c'est pas vraiment le bout, mais j'ai tout donné. J'ai trouvé un peu touché par son petit interview. En tout cas, Lola sera ravie de voir ça chez elle, sur son canapé, que Fabrice a dégagé assez rapidement la réunification. Et ensuite, on a les votes, on a tous les autres rouges qui ont tous voté Fabrice, très clairement pour la stratégie des ex-rouges. Et on a quand même Cassandre qui note qu'elle n'a pas d'affinité avec Fabrice, et Hugo qui trouve qu'il est le moins à l'aise de tous les aventuriers sur le camp réunifié. Bon, bah voilà. Les raisons, elles sont assez logiques. C'était clairement une alliance ex-rouge et ex-jeune. Pas ouf comme conseil, un peu déçu, et ça joue sur une boule. Ça m'agace un petit peu. Au niveau du bilan de l'épisode, bah écoutez, je trouve que c'était un épisode bof, on va pas se mentir, mais tout ça parce qu'il est coupé en deux. Forcément, si on avait eu un épisode entier avec l'épisode de la semaine dernière plus celui-ci, bah ça aurait été un épisode très bien, puisqu'on aurait eu l'épreuve de confort, les ambassadeurs, l'épreuve d'immunité et le conseil. Là non, ça a été coupé en deux, donc il y a eu pas mal de scènes pour remplir, pas mal de moments de survie. Alors c'est cool, il y en a qui aiment, les Lucas, les Robin, tant mieux pour eux, mais c'est vrai que c'était un peu long pour moi, ça remplissait beaucoup de moments de bouffe, etc. On a eu pas mal de discussions stratégiques qui n'ont pas amené à grand chose au conseil au final, donc ça aussi ça m'a un peu déçu. L'épreuve était très sympa à voir, des révélations comme Cassandre, comme Ilyes, bon c'était pas une révélation, on s'y attendait, mais une performance comme Ilyes, ou également comme Gustin malheureusement, mais bon il était incroyable aussi. Un peu déçu que le duel ce soit encore le labyrinthe, ça fait un peu réchauffé, mais c'était quand même sympa à voir, c'est une épreuve que j'aime bien, le labyrinthe, donc pourquoi pas, mais un peu déçu du retour du labyrinthe en duel après le parcours du combattant. C'était un épisode pas foufou, parce que justement il était coupé en deux, tout simplement. Donc voilà, je vais pas passer un mauvais moment, c'est passé assez vite, hein, très clairement, mais je trouve qu'il y a eu trop de plans pour remplir, et trop de stratégies qui n'ont pas amené à grand chose. Après, à voir s'il va faire d'autres disputes, Jacques, Sarah, etc. Mais voilà, un peu déçu, et que ça se joue à la boule noire, boule blanche, ça m'agace un petit peu. Donc à voir, espérons que par la suite, les joueurs soient un peu plus stratégiques, un peu plus audacieux, parce que là, vraiment, niveau stratégie, c'était vraiment ex-jeune contre ex-rouge, donc un peu déçu. Épisode pas ouf, ça aurait pu être mieux, mais c'est ça de le couper en deux, forcément, il y a des dommages collatéraux. Au niveau du bilan des candidats, alors on va commencer par les filles, on va commencer par Sarah. Écoutez, Sarah, on l'a beaucoup vu clasher Gustin. Je pense qu'elle se fait pas des amis au niveau des spectateurs, parce qu'elle est un peu dure, surtout qu'elle a été déçue par Jacques, donc elle s'est aussi embrouillée avec Jacques. Mais moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien, la Sarah, je trouve qu'elle a un fort caractère, elle dit ce qu'elle pense, elle est au taquet. En plus, elle supporte pas Gustin, et moi non plus je supporte pas Gustin, donc ça nous fait un point commun. Je trouve qu'elle est bien. Alors sur le parcours de combattant, elle est quand même arrivée dans le top 4. C'était pas la meilleure, mais elle était pas non plus en reste. C'était pas une catastrophe. Donc c'est une candidate que j'aime bien. Peut-être qu'on la voit trop critiquer Gustin, donc elle a un peu résumé à ça. C'est un peu dommage. Je pense qu'elle est plus intéressante que ça, et je pense qu'elle est beaucoup plus sympathique que ça. Parce qu'elle s'entend bien avec Jacques, elle s'entend bien avec Sophia, elle s'entend bien avec les autres filles rouges. Donc à surveiller, mais je trouve quand même qu'elle a un fort caractère, c'est plutôt sympathique. J'ai un peu peur pour elle, parce que là elle a été visée au conseil, elle a failli dégager, elle a eu beaucoup de chance avec cette boule blanche. Après je me dis que si par exemple les rouges déciment tous les jeunes, ce que je n'espère
j'espère pas parce que j'aimerais avoir un peu de surprise. C'est une des premières qui peut être visée, à moins qu'elle retourne les filles contre Gustin, mais on a l'impression que Gustin va changer de stratégie, donc voilà, à voir. C'est quand même une candidate que j'aime bien suivre, plutôt sympathique. Je comprends qu'on ne l'apprécie pas parce qu'elle a un fort caractère, mais moi j'aime bien, donc Team Sarah. Je suis comme Jacques, moi Sarah j'avais bien en binôme avec moi. Ensuite on a Maud, qu'on a un peu plus vu, on a eu son portrait également, etc. Donc plutôt sympa. Bon, après j'ai pas grand chose quand même à dire sur elle. Sur l'épreuve on l'a pas trop vue, elle était là quand même, elle était dans les 2-3 premières. Pas au final, mais quand même des fois on voyait qu'elle lâchait pas le morceau. Mais après voilà, à part dire que Jacques est super et que Gustin serait la saoule, bon, pas grand chose non plus, on a eu son portrait, voilà, c'est cool. Pas grand chose à dire sur Maud, on la voit un peu plus, donc tant mieux. Est-ce qu'elle va être une pièce maîtresse de la réunification, enfin de la deuxième partie de la saison, peut-être. Mais en tout cas on la voit de plus en plus, donc step by step, petit à petit l'oiseau fait son nid, on verra bien ce que ça donne par la suite. Mais c'est déjà bien, on la voit plus. Pas grand chose à dire sur elle, mais à surveiller. Ensuite, Cécile, Cécile, c'est l'effet inverse de Maud, c'est-à-dire qu'avant on la voyait pas mal, en plus elle avait été jetée comme une main propre à l'épreuve de la tribu maudite contre Nathanaël, donc elle était quand même au centre des choses, elle avait des idées stratégiques potentiellement avec Emmanuel, Maud, etc. Et là on la voit plus beaucoup, bon elle a sorti son collier mais elle était pas menacée, parce que je pense que c'est pas une grosse menace. Sur l'épreuve, je crois que c'était elle la dernière, donc pas ouf. Après elle est pas mauvaise, mais c'est pas une des meilleures, hein, très clairement. Après comme dirait Alexandre, c'est la plus âgée des filles, bon elle est pas vieille non plus, hein, elle a juste quelques années plus que moi, donc je veux pas clasher. On sent que voilà, elle est moins performante que les autres filles, donc j'espère que ça va pas lui porter préjudice, surtout sur les épreuves éliminatoires qui arrivent bientôt. Mais en tout cas moi je l'aime toujours bien, mais c'est vrai qu'on l'a pas vu assez, on la voit pas beaucoup, pour l'instant elle est pas au centre des histoires. Quand elle sera menacée peut-être qu'on la verra un peu plus, mais pour l'instant voilà, un peu déçu qu'on la voit pas plus parce que je l'aime bien cette Cécile. Ensuite Cassandre, écoutez Cassandre moi je la trouve plutôt mignonne, il y a une période où pas elle m'a saoulé mais je la trouvais moins pertinente, surtout sur les épreuves, en plus elle est très liée avec Gustin donc flemme un peu. Mais par contre là elle s'est vraiment révélée dans l'épisode, surtout sur l'épreuve parcours du combattant où elle a remporté la partie féminine. Bon elle a pas gagné de labyrinthe face à Gustin mais elle était quand même assez incroyable. On sent qu'elle peut être bonne dans les épreuves, pas une challenge bis mais pas loin quand même. Stratégiquement elle réfléchit, voilà, elle discute avec les filles mais en même temps elle prévient Gustin de mettre de l'eau dans son vin pour que les rouges restent vraiment unis. Je pense qu'elle est bien placée, je pense que les garçons la menacent pas du tout. On a même Maxime qui en parlant à Frédéric a dit qu'il adorait Cassandre, donc elle est aimée par Gustin, elle est aimée par Hugo, elle est aimée par Maxime, elle est aimée par les filles, donc je pense qu'elle est pas du tout menacée, elle peut aller très très loin. Beaucoup d'entre vous l'ont mis en winner pick, hein, les abonnés l'ont pas mal mis en winner pick et je pense qu'elle peut potentiellement aller très très loin. Donc Cassandre plutôt cute, attachante, elle se révèle par rapport à la semaine dernière où elle a été catastrophique sur l'épreuve, donc je suis plutôt content pour elle, moi je l'aime bien, c'est pas une de mes favoris number one etc, mais c'est quand même une candidate que je pourrais mettre dans le top 5, top 6, top 7, donc j'aime bien, et puis là je suis content qu'elle se soit révélée. Ensuite on a Sophia, écoutez Sophia, c'était son épisode de la semaine dernière, on l'a un peu moins vu mais quand même, on l'a vu performer sur l'épreuve, elle était souvent deuxième, bon elle a fini troisième, elle était quand même souvent deuxième pendant le parcours, même première, hein, longtemps elle a été première avant que Cassandre la rattrape, et sur le camp bon, elle est plutôt sympathique, elle s'entend bien avec les filles rouges, peut-être une alliance féminine par la suite, bon je suis pas trop alliance des sexes etc, mais franchement pour virer Gustin je suis prêt à accepter n'importe quoi. Je sens qu'il fait des petites réflexions en mode sur Gustin mais c'est normal ça m'aide. Voilà, puis je la trouve super jolie, super charismatique, moi je l'aime beaucoup la Sophia. Un peu déçu juste qu'elle dise ouais on va pas voter contre une fille avec Charlotte et que finalement elle vote Sarah. Je pense qu'elles ont pas eu trop le choix niveau stratégie mais un peu déçu. J'espère que ces petites phrases de sororité qu'on entend ça va se révéler dans les prochains épisodes. En tout cas j'aime bien la Sophia, je trouve qu'elle s'était vraiment révélée la semaine dernière et là ça continue, donc Sophia big up et j'espère qu'elle va aller très très loin et qu'elle va pas se faire décimer suite au départ de Fabrice. Et ensuite Charlotte, c'est celle qu'on a le moins vu des filles, je crois que même Cécile on l'avait un peu plus vu. Le seul truc qui était un peu étonnant c'est le parcours du combattant, on l'a pas trouvé pendant le parcours et puis au final elle finit deuxième, donc finalement physiquement elle est pas si pourrie que ça, en même temps elle est championne de boxe donc je me dis elle a quelques restes quand même, et sinon on n'a pas vu grand chose, elle a juste parlé face cam pour dire ouais moi je veux pas envie de voter une fille, je vais peut-être voter Maxime. Au final elle a voté Sarah avec Sophia et compagnie parce qu'elle avait pas trop le choix non plus, un peu déçu, mais je me dis comme pour Sophia si cette phrase est dite c'est peut-être que plus tard ça va bouger et que les filles vont s'unir. Bon, pas grand chose à dire sur Charlotte, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup déçu en début de saison parce que j'avais adoré son portrait avant la diffusion de la saison, et puis ça allait mieux parce qu'elle pouvait foutre le bordel, pour l'instant elle n'a pas encore foutu le bordel, donc j'attends de voir si elle est prête à trahir les jeunes, mais là j'en suis moins convaincu parce que ça n'a pas du tout été mis en avant, donc on verra, mais à suivre de près quand même, mais on l'a pas assez vu. Et chez les mecs donc on a Hugo, Hugo voilà on l'a vu à la pêche, c'était cool, sur le parcours il était pas en reste alors que c'est l'un des plus âgés, ça y est, hein, il a plus la vingtaine comme il y est, etc. Sinon voilà, non, je suis content qu'il ait voulu aussi pas voter contre une fille, parce que c'est vrai que depuis le début il veut tout le temps voter contre une fille, donc c'est un peu chiant. Il défend un peu trop Gustin par contre, hein, j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien liés d'amitié avec Gustin, ça m'agace un petit peu, mais sinon voilà, Hugo fidèle à lui-même, un peu trop pro-mérite, hein, il veut pas virer Thibaut parce qu'il est méritant, au bout d'un moment il va falloir que tu t'en dépatouilles de ce mec parce qu'il peut être fort en épreuve, il peut être apprécié et tout le monde va voter pour lui au jury final, hein, parce que tout le monde l'apprécie parce qu'il nourrit toute la tribu. Mais sinon Hugo fidèle à lui-même, voilà, c'est pas un candidat qui me transcende, j'avais bien aimé dans la légende parce que il était au beau
bottom, il était dans la merde tout le temps. Mais là, bon, bah, il est pas méchant, ça a l'air d'être un gentil gars, je pense qu'il est adorable comme mec. Mais voilà, il me transcende pas, il a quand même une belle prestation sur l'épreuve. Et en survie, il est très efficace, mais voilà. Il me traverse un petit peu ce Hugo, même s'il a l'air très gentil. Ensuite, Maxime, alors Maxime, ça y est, il commence enfin à se réveiller. Moi, c'est un candidat que je surveille de près depuis le début, c'est un fan de Koh-Lanta. On sent qu'il joue la discrétion pour aller le plus loin possible. Et là, il a réussi, puisqu'il a en réunification. Il commence à tenter des coups, il va voir Frédéric, il tente des pactes ensemble et tout, donc plutôt sympa. Je pense qu'il est vraiment à surveiller de près. Il était quand même menacé, hein, notamment les filles jaunes qui voulaient potentiellement voter contre lui parce que bah, il est très discret, donc elles le connaissent pas trop, elles veulent le dégager. Sur l'épreuve, il était pas tout pourri. Alors, il est pas arrivé dans le top 4, mais il était quand même dans le peloton de tête pendant toute l'épreuve. Je pense qu'il peut se révéler. À voir, espérons qu'il fasse des petits coups stratégiques. Je compte sur lui. Moi, il m'intrigue toujours autant, mais il va falloir qu'il se dévoile un tout petit peu plus. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il dégage comme énergie quand il parle face cam et tout. Il a une tête plutôt sympa. À suivre de près, je me dis que Maxime peut être intéressant par la suite. Ensuite, Gustin. Bah, alors, Gustin, c'est un candidat que je n'aime pas du tout, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je pense que les abonnés la semaine dernière l'ont bien terminé, hein, même si on parle que du candidat et pas de l'humain, je l'ai bien dit. Il faut avouer que par contre sur l'épreuve il a été insane, il a tenté un truc unique, hein. Marcher sur les corps c'était assez sympa, ça l'a amené à la victoire donc chapeau à lui. Sur le labyrinthe il a été vachement plus efficace que Cassandre, donc vraiment chapeau. Par contre hyper chiant quoi. Sur le camp il fait pas grand chose, bon après il fait quand même la petite popote, donc il fait le risotto et tout, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il fait pas grand chose. Après il fait le show, clairement on parle de lui, c'est comme Lola en fait, c'est un candidat que j'aime bien détester parce qu'il est vraiment là. On peut pas dire il est inutile, il est dans un coin, il sert à rien quoi. Mais c'est vrai qu'il m'agace. Mais au moins il amène quelque chose au show. Sans Gustin, ça serait peut-être un peu plus triste. Mais franchement, flemme quoi. Moi j'aurais bien aimé que les filles se retournent contre lui, mais j'ai l'impression que c'est lui qui va le faire avant, ce qu'on voit dans le teaser. Après attention le teaser, il nous promet monts et merveilles et finalement non. Donc on verra bien, mais bon Gustin, pas emballé par ce candidat très clairement, que je trouve pas du tout attachant, antipathique et en plus macho, limite misogyne, donc flemme. Mais il a des qualités et au moins il fait le show. Mais il m'agace quand même. Ensuite Ilyes, alors Ilyes est toujours aussi attachant par rapport à Gustin, solaire, souriant. Je trouve qu'il a vraiment un petit côté attachant et sur le parcours il a été insane. Il s'est perdu sur les cordes, c'est vraiment dommage parce que ça aurait été un très bon gagnant du parcours du combattant. Il avait l'air très frustré, le pauvre, c'est dommage. Mais bon quand même il est plutôt apprécié, il a pas l'air menacé, il a sorti son collier parce qu'il avait pas le choix, un peu comme Cécile, hein, parce que Cécile n'était pas menacée. Je l'aime bien, je pense qu'il est bien positionné, il peut aller très très loin, il est toujours montré positivement. Donc ouais, feel good, c'est le bon pote qu'on aimerait bien l'avoir. Enfin moi si j'avais fait l'aventure j'aurais bien aimé être avec Ilyes. Donc franchement cool. Sur les épreuves il peut se révéler parce que là vraiment il a été incroyable, mais il s'est perdu dans les cordes, c'est un peu dommage. À surveiller, mais en tout cas je trouve que c'est un très bon candidat et j'aime beaucoup le suivre. Ensuite Frédéric, alors Frédéric, bon, moi il commence un petit peu à me gonfler, à faire la gueule à H24. J'ai lu dans un article en fait il était très malade, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été à l'infirmerie, il était très malade, bon il avait la diarrhée, on peut le dire. Ça a été des nuits très compliquées pour lui, c'est pour ça que il souriait pas, qu'il faisait une tronche de 10 km, je peux comprendre. Moi dès que j'ai un rhume je suis au bout de ma vie, alors là si j'ai la diarrhée et qu'on est à Koh-Lanta je meurs. Donc je remets un petit peu l'église au milieu du village et je m'excuse un petit peu d'avoir dit ok Fred il va à l'infirmerie, il est nul. Je comprends en fait qu'il faisait un petit peu la gueule et qu'il était un peu au bout de sa vie. Là on a l'impression qu'il se réveille un peu, par contre il est vraiment team ex jeune. Je pensais peut-être qu'il allait en trahir certains, genre Charlotte ou Sophia. Un peu déçu qu'il les trahisse pas, j'avoue.